Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Irrigator et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité, tous azimuts, nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h45 avec Saint-Irrigator. Taxi Presse. Madame, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé pour l'ultime numéro de Taxi Presse cette semaine. La grande messe de vendredi, le plateau de ce matin composé des diacres comme Abi Alpha Isotou, Fabrice Petchezi, Ferdinand Haïté, Tchanyawa Remiyaro et Loïc Lawson. Alors, on l'a dit et promis, nous parlerons ce matin de la politique avec les nouvelles échéances à venir. Le pouvoir de Faure Gnassingbé prépare activement la présidentielle de 2020. Les faits et les gestes des uns et des autres ces dernières semaines renseignent suffisamment sur les intentions. Pendant ce temps, à la C14, on se donne le temps de réflexion tranquillement. Mercredi et hier jeudi ont permis donc à 9 partis des 14 de la C14 donc de mener des réflexions qu'on ne dévoile pas pour l'instant selon un communiqué, mais la situation semble désespérante pour certains de nos concitoyens. 1990-2020, 30 ans de lutte ou 30 ans d'échec d'une opposition. Quelle réflexion mener pour tourner la page aujourd'hui? On abordera clairement la question. Et puis la question de la monnaie qui occupe encore les esprits depuis quelques semaines avec les multiples manifestations et réactions à travers le continent. La question de la monnaie ou beaucoup plus le problème de la gouvernance politique dans nos États. Ne sommes-nous pas en train de laisser la proie pour l'ombre? On abordera clairement le sujet avec les confrères en studio. Bienvenue. Nous n'aimons pas le conformisme, mais des débats contradictoires pour la vie démocratique. Taxi FM, la radio géniale. Avec les confrères en studio, bonjour Tchanyawa Remiyaro. Eric, bonjour. Bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Taxi FM. Vous allez bien? Très bien, bonne prière aussi à tous les musulmans. Merci d'être avec nous ce matin. Vous nous avez manqué vendredi passé. Tout à fait. Abi Alpha. Bonjour Abi. Bonjour confrère, bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Tout ça bien chez vous? On rend grâce à Dieu. Bonjour Fabrice. Bonjour à toi, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être là. Bonjour Ferdinand. Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs. Et on sera rejoint tout à l'heure en studio par Loïc Lawson. Mais je voulais qu'on commence le débat de ce matin par la question de la monnaie. C'est un sujet qui a agité ces derniers jours, la scène togolaise et continentale avec des multiples réactions. Des manifestations sont aussi prévues à travers certains pays, à travers le continent on va dire. Dans certains pays comme le Togo où une manifestation est prévue demain, samedi, rassemblement devant le ministère du Commerce, point de chute devant l'ambassade de France au Togo. Certains de nos compatriotes, comme un peu partout sur le continent, ne sont pas d'accord par rapport donc au fait que la France a toujours une mainmise sur notre monnaie, le franc CFA. Est-ce qu'en réalité, c'est du franc CFA qu'il faut parler ou de la gouvernance même? Tchanyawa Remiyaro. Non, bon, je crois que il faut aller remonter depuis l'histoire et voir comment les choses ont commencé. Et les gens ont attendu, tous ceux-là qui se lèvent aujourd'hui, ils ont attendu plusieurs années, des décennies passées. Et c'est aujourd'hui que les gens se rendent compte qu'il s'agit de s'en prendre au franc CFA qui serait à l'origine du retard que certains pays francophones, surtout africains, ont pris. Bon, maintenant, d'autres relèvent qu'il s'agit de revoir le côté de la gouvernance. Et quand on veut parler de la gouvernance, je crois que ce n'est plus une affaire de franc CFA, mais c'est un phénomène global. Parce que les pays africains, mettons-nous d'accord sur le principe qu'il y en a les lusophones, il y a des pays anglophones, il y a des pays francophones, et donc quand vous les prenez ensemble, vous verrez que le retard n'est pas qu'au niveau des pays francophones. Et donc, il faut pour moi revoir cette question de monnaie et le faire très bien. Il ne s'agit pas d'aller lutter contre le franc CFA, l'éradiquer, mettre une monnaie propre
aux pays de la zone franc. Mais il faut voir le phénomène de façon globale. Moi, je suis en train de penser plutôt qu'on essaye de voir pourquoi pas mettre un franc africain, au plan africain. Et donc, quand je le dis, je ne sectorise pas en parlant des pays francophones, mais de toute l'Afrique qui pourrait s'offrir une monnaie à elle. Comme... C'est vrai qu'il y a un projet qui est sur son cours actuellement au niveau de la CEDEAO, où on prévoit une monnaie d'ici à 2020, l'année prochaine. Et sur cette question, beaucoup s'interrogent si franchement les chefs d'État de la sous-région allaient tenir le délai. Je veux que les gens élargissent le phénomène beaucoup plus loin. Il faut prendre ça de façon globale afin de pouvoir se donner la vraie force. Vous regardez l'Union européenne, les gens ont l'euro, et l'euro a une valeur presque continentale. Et c'est ce que moi je rêve pour l'Afrique, dans son ensemble, et non pas pris de façon sectorielle. Très bien. Fabrice, vous en avez parlé d'ailleurs avant-hier dans votre journal, le Libéral, dans votre éditorial, le France CFA. C'est le grand débat, on va dire, autour d'une monnaie controversée, carrément. Oui, c'est plutôt un article que nous avons fait avec une petite erreur au niveau de l'entête. Alors donc, bon, la question du franc CFA, c'est vrai que le débat ne date pas d'aujourd'hui. Il était déjà là au lendemain des indépendances, surtout quand vous prenez un peu l'histoire du Togo avec notre premier président. Donc, c'est pas un débat qui date d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il a pris de l'ampleur, puisqu'il est maintenant un peu allé au-delà de l'échelle continentale, avec la sortie de l'Italie et tout cela et autres. Aujourd'hui, c'est vrai que le constat est là, les États africains ont du mal à décoller. Quelqu'un avait déjà écrit dans les années 60 que nous étions mal partis. Et effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a du mal toujours à décoller. Et il faut forcément rechercher les raisons qui peuvent expliquer ce développement-là qui se fait là au niveau du continent africain. Et là, et si on se met à citer, on va lister beaucoup de raisons qui font que le continent africain a du mal à évoluer beaucoup plus vite que les autres continents. Et donc, parmi les raisons qu'on va évoquer, il y aura surtout au niveau, à l'échelle sous-régionale, avec les pays qui partagent le CFA, on va forcément citer cet élément-là, mais il n'est pas suffisant pour expliquer l'échec de nos politiques et le retard qu'on constate un peu dans notre développement. Vous avez parlé de la bonne gouvernance. Je crois que c'est une réalité. La bonne et la mauvaise gouvernance plutôt est une réalité dans nos pays, et je crois qu'il fait plus de mal à nos économies que le franc CFA, qui je ne dirais pas également que c'est une bénédiction qui contribue un peu, mais la bonne gouvernance, je crois qu'aujourd'hui, s'il faut choisir les combats, moi je crois qu'il faut lutter pour la bonne gouvernance d'abord, mais ça ne se limitera pas là, et puis voir les autres aspects après, notamment un peuple travailleur, un peuple qui se bat et tout cela et autres. Mais ce qui est sûr, c'est vrai que le débat est là et tout le monde en parle. On va pas non plus nous dire c'est ce que nous avons essayé de faire, les recherches autour du franc CFA. C'est une monnaie qui date de la colonisation. Alors aujourd'hui, cette monnaie est forte du point de vue à l'échelle continentale, mais qu'on ne tente pas de nous dire également que c'est notre monnaie. Oui. On dit que le franc CFA c'est une monnaie africaine. Oui, elle n'est pas. C'est une monnaie coloniale. Aujourd'hui, elle est une monnaie africaine. Non, elle ne fait pas partie de l'héritage colonial. Elle reste toujours un instrument de la colonisation. Ben, comme je l'ai dit au début, ça ne suffit pas à expliquer le retard qu'on a connu, parce que nous-mêmes, il y a plusieurs autres raisons que le franc CFA. Mais je crois qu'il faut mener le débat. Et moi, je dirais pour conclure que ce débat-là ressemble un peu à celui qu'on a eu un peu à la veille des indépendances dans les années 50. Faut-il prendre l'indépendance tout à l'heure, ou alors il faut attendre parce qu'on n'était pas mature? C'est un peu cela. Certains peuvent vous dire, parce qu'aujourd'hui le débat c'est quoi? On reconnaît que c'est fait ailleurs et que ça nous dessert d'une certaine manière ou d'une autre, mais on peut te remettre aussi ton porte-monnaie et que tu gères mal aussi. Alors est-ce qu'on est mature, ou est-ce qu'on est bien organisé pour pouvoir avoir une monnaie à notre niveau? Ça aussi c'est un autre débat. Mais les gens vous diront, allons-y. Pourquoi pas? Les autres le font, pourquoi pas nous? Donc moi je crois que c'est le débat aujourd'hui. En tout cas, Nicolas Sarkozy, quand il était président, avait dit que l'Afrique n'était pas encore entrée dans l'histoire et la civilisation, et ça
ça a essuyé beaucoup de critiques. En tout cas, il a essuyé beaucoup de critiques. Encore aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes africains en parlent. Abi Alpha Izotou, quel est votre avis sur cette question de monnaie? Alors, plutôt que de parler de la monnaie, de l'argent, parce que quand on parle de la monnaie, on parle de la gouvernance, on parle de la politique, on parle de l'économie, on parle de la chose culturelle. Pour certains, plutôt que de parler de la monnaie comme argent, il faut peut-être s'intéresser à la gouvernance, que c'est là où se trouve le problème. Oui, vous vous rappelez, on a entre-temps fait un débat ici sur la gestion approximative de nos ressources minières. Et en faisant ce débat, nous avons beaucoup torché sur la gestion des phosphates. Et je faisais partie de ceux qui ont souhaité que le Togo n'ait pas de moyens pour exploiter à l'heure actuelle le phosphate carbonaté. Oui, c'est vous l'avez dit. Parce qu'on ne peut pas compter sur la gestion de l'autorité togolaise. Donc c'est un peu cette logique que je respecte, parce que si aujourd'hui nous faisons un combat par rapport à ce que l'absence du CFA pouvait amener comme entrée pour notre pays, est-ce qu'on peut compter sur la sincérité de nos autorités? C'est de là qu'il est question aussi. Moi, je pense que quand... je veux bien comprendre, je veux bien vous comprendre que le sujet que vous... Pour moi, notre priorité... n'est pas seulement lié au Togo. Exactement, bien sûr, je ne refuse pas. Si on se place dans un contexte sous-régional ou bien africain, je suis d'accord, on fait le débat. Mais par rapport au Togo, pour moi, le CFA, ce n'est pas notre priorité. Les pays comme le Togo, le Gabon, le Cameroun, où la gouvernance est en train comme dirait China, ça s'effondre. Des pouvoirs qui sont en train de pourrir au mains des gens qui disent qu'ils tiennent coûte que coûte, advienne que pourra. C'est pour ces pays-là, le CFA ou bien CFA, ce n'est pas encore une priorité. Moi, je pense qu'il faut, si ceux-là qui actuellement sont devant cette lutte-là, c'est très bien, c'est patriotique, c'est panafricain, mais j'aurais aimé que, au moment où on écrasait les gens, par exemple au Togo ici, ou bien au Cameroun, que ces voix se fassent entendre, que ce débat soit vraiment sous-régional ou bien africain, qu'on sache que voilà des nids d'irrégularité en Afrique, le Cameroun, qui est un pays riche, qui souffre de sa gouvernance, le Togo, qui n'est pas aussi de la dernière pluie en termes de richesse, mais où une régence tient le pays depuis 52 ans, avec tout ce que ça contient comme conséquences économiques, ce que vous savez. J'aurais aimé que tout ce beau monde-là, les activistes-là, que ce débat-là fasse écho de cette façon. Là, je me serais senti interpellé. Donc, quand on se sent, et puis par rapport au chef d'État, c'est vrai, ils ont des prises de position, c'est-à-dire qui varient d'un chef d'État à l'autre, je suis d'accord, mais des chefs d'État qui ne sont pas entendus, tout de suite on parle de 2020 où on va avoir une monnaie. Moi, ça me fait rigoler. Des gens qui ne sont pas entendus pour normaliser un pays comme le Togo, je ne suis pas en train de les voir s'entendre pour avoir une monnaie unique. Ça me fait rigoler. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on pense à notre gouvernance. Si aujourd'hui, ce combat-là arrive à aboutir et que ça rapporte des dividendes à chaque pays, le Togo, toi, tu penses qu'un jour, on va communiquer pour vous dire ce que depuis l'abolition du CFA, ce que ça a amené? Est-ce qu'un jour, M. Fournier va vous parler? Ça serait toujours dans la gestion opaque comme d'habitude et puis ça va continuer. Ouais, donc pour moi, le débat sur le CFA n'est pas une priorité pour certains pays comme le Togo. Bon, vous n'êtes pas encore au gouvernement ni chef de l'État pour savoir si ce n'est pas une priorité. Je suis un citoyen, j'ai mon avis. Ça c'est votre avis. Ouais. Donc vous pensez que ça ne devait pas être une priorité. C'est mieux comme cela. C'est une réalité. Vous en avez parlé ce matin dans Taxi Media Show. Cette question en réalité, on peut la laisser de côté, mais s'attaquer beaucoup plus aussi à la gouvernance, comme les contrats l'ont dit tout à l'heure. Oui, Fabrice et Abi m'ont procédé là-dessus. Il faut qu'on s'entende bien, parce que autant le débat sur la question du CFA est légitime et normal, il faut le poser et il faut qu'on en sorte. Autant il ne faut pas que ce débat nous éloigne des questions essentielles. C'est vrai que quand vous discutez de ce sujet-là, on vous dit oui, le Ghana, le Nigeria ont leur monnaie, c'est vrai, mais ces gens ont eu leur monnaie depuis l'indépendance, bien quelques jours et quelques temps après. Et ils ont pris le temps de mettre en place des institutions
pour quadriller ou bien pour encadrer tout ça. Aujourd'hui, le président de la République du Ghana ne peut pas se lever et démettre comme il veut le gouverneur de la Banque nationale du Ghana. Mais je ne vois pas dans notre pays des institutions fortes avec un mécanisme bien compartimenté qui empêche un chef d'État de faire ce qu'il veut avec la monnaie. Parce que c'est pour ça qu'on parle des problèmes de gouvernance. Gouvernance financière et économique, mais gouvernance politique aussi. Il faut des institutions. Donald Trump a beau être le président des États-Unis, il y a des limites dans son pouvoir. Il ne peut pas faire certaines choses. Dans un pays où vous avez le président de la République, il manipule la justice. Il est capable de... Comment il manipule la justice? Non, je parle en général. Il est le magistrat, le premier magistrat. Mais c'est comme ça que ça se passe, il manipule la justice. Il met sous sa coupe l'Assemblée nationale. On décide de modifier le mandat du président de l'Assemblée nationale. On fait ci, on fait ça. Si demain matin, le président de la République estime que le gouverneur national de la banque, le gouverneur de la Banque centrale nationale ou quelque chose comme ça, lui manque de respect, il peut se lever un décret à 13 h et nommer qui il veut là-bas, et les gars vont couper l'argent comme ils veulent, et le pays va aller dans tous les sens. Et donc, il faut aujourd'hui s'attaquer à l'essentiel. L'essentiel, c'est la gouvernance. Comment est-ce que nos ressources sont gérées aujourd'hui? Comment est-ce que les fonds sont gérés? Les ressources qu'on a. Parce que quand vous rentrez un peu dans l'histoire, vous verrez que les domaines de souveraineté qu'on a hérités à l'indépendance, nous les avons bradés. Nous l'avons mal géré ça. Je pense 3 domaines. Le domaine des banques. Nous avons hérité la plupart des banques de la colonisation. On vient de les vendre toutes. Les dernières même, nous sommes en train de vouloir les vendre. Je ne sais pas. Personne ne souhaite l'acheter. Oui, parce qu'elles sont tellement pourries que plus personne ne veut les acheter. On en a vendu aux Marocains. On est en train de vendre le reste. Les banques, on les a vendues. Vous prenez le domaine de l'enseignement. L'éducation. Oui, l'éducation. C'est aujourd'hui une catastrophe. De par notre propre gestion. Vous prenez le domaine de la santé. C'est aussi une catastrophe aujourd'hui. C'est une catastrophe totale, le domaine de la santé. Après, vous prenez l'armée. C'est un domaine de souveraineté. Les gens ont transformé l'armée en un instrument de conservation de pouvoir et de répression des peuples, au point que les armées ne sont plus en Afrique. Les armées qui sont là pour vraiment veiller sur, je ne sais pas comment le dire, sur l'intégrité territoriale. Et nos officiers, nos militaires, tout ce qui intéresse les gens, c'est l'argent. Vous avez au Mali ce qui s'est passé? Les officiers au Mali à l'époque étaient tous dans les trafics de cigarettes, de drogue et tout ça. Il y a même un avion qui a atterri au désert du Mali qu'on appelait Air Cocaïne. Oui, et ils étaient dans les histoires de djihadistes, ils faisaient les complicités. Conséquence, quand les petits barbus là sont arrivés avec leur tapette et Kalachnikov, l'armée a battu en retraite jusqu'à Bamako. Et donc, on a échoué. Le seul secteur sur lequel, on n'a pas eu d'emprise et qu'il n'y a pas eu, du moins, de manière concrète de dégâts, c'est la question de la monnaie. Alors, si on doit sortir de cette question de la monnaie-là, il faut que le débat soit posé. Il ne faut pas que le débat soit posé de manière avec la passion qui l'entoure, où tout le monde se lève le matin, on dit c'est fa. Non, il faut que les économistes nous disent. Le diagnostic est posé maintenant. Mais il y a des économistes qui sont contre le fait de sortir du CFA. Les Kako, nous, pourquoi, et tout leur réseau nous ont posé maintenant le diagnostic. Ils nous ont dit, la France nous appauvrit, la France prend ceci. Là, maintenant, nous sommes d'accord. Maintenant, ça fait des années qu'on a posé le diagnostic. Comment on sort maintenant du CFA? Il faut que le débat évolue. Il faut que nos économistes nous disent, maintenant que le diagnostic est posé, il faut qu'on s'en sorte. Mais comment est-ce qu'on en sort? Est-ce qu'on sort? On s'en sort du CFA dans un projet de communauté, ou on sort individuellement, ou on sort comme, par exemple, on a fait l'euro, où on a défini des critères de convergence à partir des PIB. Vous adhérez parce qu'à un moment donné, vous avez amélioré votre gouvernance, il y a ceci, il y a cela. Sinon, on va faire un saut dans le vide. Très bien, Sadina, merci beaucoup. Loïc Lawson, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Bonjour, Erigator. Alors, le débat est là, jusqu'au Togo, avec cette sortie de Kako Nvukpo et la contre-réaction, on va dire, du directeur national de la BCEAO, Kossi Tenou, cette semaine. Voilà, on a quand même assisté à un jeu de ping-pong entre les deux. Pour le directeur de la BCEAO, en tout cas national, écoutez, le franc CFA, c'était une monnaie coloniale aujourd'hui, elle est une monnaie africaine, il n'y a pas de débat là-dessus. Que ceux qui en parlent, ceux qui disent de sortir du franc CFA ne maîtrisent pas en réalité la structure du franc CFA.
Irrigateur, bon, je crois que sur le directeur de la BCAO, moi j'ai déjà eu à réagir. J'ai été tweeté pour dire que je pense qu'il est dans son rôle. Hein. C'est un employé, il est dans son rôle de défendre. Je crois que si demain il est à la retraite, il peut nous dire autre chose. Bien sûr. Oui, demain il est à la retraite, il va nous dire autre chose. Maintenant, quand tu suis les propos, moi, il y a une chose, le débat. D'ailleurs, j'aime pas trop me mêler parce que je trouve que c'est un débat vraiment qui est... non, mais au-delà de la passion, il y a des spécialistes. C'est pour techniciens, pour des techniciens. Et puis, plus loin, au-delà de l'économiste, il faut aussi des monétaristes, des spécialisés, une autre spécialité pour pouvoir nous édifier. Mais c'est que sur le constat est clair, la réalité est là. On a pu avoir notre vraie indépendance, on a besoin d'une indépendance économique parce que quand tu vois les démonstrations des CACO, c'est clair et net que la France tient encore le cordon de la bourse. Tu comprends? Et que c'est un peu compliqué. Maintenant, moi, est-ce qu'il faut quitter le CFA ou non? Moi, j'ai pensé à une autre analyse que j'ai faite avec un économiste. Est-ce que c'est pas mieux de garder le CFA, mais d'exclure la France de la gestion du CFA? Mais c'est ce que Kakou dit en réalité. Ah bon, ok. Oui, je comprends. On peut garder, oui, parce que on peut garder la monnaie telle qu'elle est, mais juste revoir le dispositif. Oui, on revoit un peu dans, comment vous appelez ça, je sais pas, à la base le contrat qui a lié les pays africains, les pays CFA avec la France. On s'entend pour un peu que la Banque centrale de France, par exemple, se retire se désengage carrément, et que nos banques centrales ici prennent leurs responsabilités, prennent le relais. Que les billets se fabriquent en Afrique, par exemple. Non, même pas. Moi, je ne parle pas encore de la fabrication des billets. D'accord. Ok. Mais au moins que la France, puisque le vrai problème, c'est ça. C'est le fait que la France s'y mêle à travers sa banque centrale et qu'autant de réserves vont du côté de la France chaque année que les pays africains ravitaillent. Oui. Donc, la France se désengage complètement. La Banque centrale, je vais dire, se désengage. Et maintenant, le CFA reste la monnaie de ces 14 pays africains. Parce qu'il faut préciser, personne ne va nous dire que c'est une bonne monnaie parce que les 14 pays aujourd'hui qui dirigent le CFA sont les plus pauvres au monde. Vous avez dit personne ne peut accepter. Il y a le président de la Côte d'Ivoire qui soutient, n'est-ce pas? Non, Ouattara, tout le monde connaît Ouattara, tout le monde connaît sa position. Mais j'ai dit, les pays africains qui utilisent le CFA sont parmi les plus pauvres au monde aujourd'hui. Oui, mais quand tu m'excuses, quand on parle d'exclure la France, il faut être propriétaire avant d'exclure. Est-ce qu'elle nous appartient? La monnaie. Et là aussi, bon, moi je suis pas encore... Puisque la France même dit que ça nous appartient. Mais la France même dit que ça nous appartient. Oui, bien, c'est ce qu'on dit. Même par rapport à... Aujourd'hui, quand vous prenez un peu le forum de Bamako, j'ai l'impression que c'est maintenant... On est en train de vouloir réfléchir sur comment sortir de ce dont ça voudrait dire que... Le constat était déjà fait. Maintenant, on sort comment? Oui. Maintenant, on sort comment? On sort comment, c'est ça. C'est pour cela, moi, je suis pas très d'accord avec ceux qui sont un peu dans le matu-vu, avec les manifestations, les gens qui brûlent les billets et tout ça là et autres. Je crois que c'est pas à ce niveau-là qu'il y a un problème. Il y a un problème de réserve, il faut avoir des réserves et tout cela, c'est purement économique. Et donc, moi, je crois qu'il faudrait, au lieu de s'empresser à aller à des manifestations comme ça, effectivement, il faut que les experts se retrouvent, le forum de Bamako a posé les valises, pour qu'on sache, bon, vous dites qu'on sorte du CFA, comment on va sortir et qu'est-ce qui va exactement se passer. Je crois que c'est à ce niveau-là on comprendra clairement. Parce que comme on le dit, c'est vrai, pour expliquer d'une manière terre à terre, on dit oui, vous avez votre porte-monnaie qui se trouve avec quelqu'un. Maintenant, tout le monde va dire, ah, c'est pas normal. Mais on peut vous remettre ce porte-monnaie là aussi et vous allez gérer ça d'une manière beaucoup plus catastrophique que quand c'était détenu par quelqu'un d'autre. Oui, donc c'est pour cela, c'est maintenant, effectivement, on va poser le vrai problème. Parce qu'il ne suffit pas de dire, on nous tient, la France nous tient. Mais maintenant, comment vous allez sortir de là? Je crois que c'est... Eric, non, comme il m'a pris la parole. Moi, je veux juste dire que je comprends aussi ceux qui, comme on dit, veulent marcher ou ont brûlé à un moment. C'est pas tout le matin qui se réveille pour brûler. C'est des symboles, au fait. Tu as vu, quand Kémy s'est baladé, il faut que les gens comprennent que c'est pas du matu-vu. C'est symbolique. C'est un symbole, c'est un acte symbolique. Quand tu le fais, au fait, et tu as vu la réaction que ça a fait quand Kémy l'a fait. Oui. Tu as vu le Sénégal, la France, les gens ont réagi. Le fait qu'il y aura ceux qui sont là pour réfléchir. C'est ça, c'est les spécialistes, c'est le CACO et tout son réseau qui réfléchissent. Et c'est normal qu'il y ait ceux qui sont là pour eux, et comment dire, comme on dit, marcher ou faire quoi que ce soit, eux, ils ne réfléchissent pas à comment sortir. Donc, les deux fronts, on a besoin de deux fronts.
pour pouvoir prendre en étau la France et puis se retirer comme on dit. Très bien. D'abord, allez-y. Ouais, moi je pense qu'il y a un adage qui dit que les yeux avec lesquels on mange la pâte, c'est pas avec les mêmes yeux qu'on partage la viande. Vous comprenez? Ah oui. Ici, il est question de l'argent. Il est question de l'argent. Quand dans tous les pays qui sont membres du CFA, quand chacun se décarcasse, que ce soit dans le domaine portuaire, minier et tout ce que vous savez, le résultat c'est ça, la dividende, c'est-à-dire le final, le finish c'est l'argent. Ouais. Donc là-bas c'est pas avec les mêmes jeux que on fait la chose. Ouais. Vous comprenez? Qu'est-ce que tu apportes? Imaginez quand vous avez une gestion des pays approximatifs, où les élections sont souvent soldées par tout ce que vous savez. Tantôt, il faut prendre la rue pour réclamer sa victoire. Tantôt, il faut prendre les armes pour réclamer sa victoire. Si je me dis qu'aujourd'hui, on est sorti du CFA et qu'on s'entend et le nombril de la prochaine monnaie, on laisse ça dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Et demain, il y a un vote indiqué, et puis les gens reprennent les armes. On a vu la banque centrale là-bas être cassée, on a pris de l'argent. On a cassé la banque centrale, actuellement le dossier là, il est là. La banque centrale, c'est-à-dire c'est là-bas, la banque des banques, elle a été dévalisée. Parce qu'à un moment donné, le pays est en train de traverser le pays traverse de l'instabilité suite à des élections. Et on a un peu vu. Donc moi je pense que dans un pays où dans des pays, c'est vrai, on se réjouit de cette histoire de CEDEAO, ils sont ensemble depuis je ne sais pas, depuis les années 70, mais depuis qu'ils sont ensemble, dites-moi les grands problèmes qu'ils ont pu résoudre, concrètement parlant. Si les gens ne peuvent pas dire la vérité aux yeux des gens pour sortir un pays comme le Togo de l'ornière, mais attendez que leur dépendance dure un peu. On aurait aimé que la question, oui, sur la question de la monnaie toujours, il y a le ministre Bahara, lui aussi qui s'est mêlé quand même dans ces dernières heures, où sur son compte Twitter, avant-hier, il disait « Les plus importantes économies africaines sont des pays disposant de leur monnaie nationale, notamment l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, l'Algérie, Angola, RDC. Donc, identifions et traitons les véritables problèmes et défis. Je n'ai pas de solution, mais réfléchissons ensemble. » Justement, ces monnaies sont émises où? Ces monnaies sont émises où? Quand vous prenez le Naira et je crois même le Cedi, je crois que c'est l'Angleterre qui gère. Non. Si. Pas géré, mais... Non, c'est là-bas, c'est émis. Oui. Vous savez, moi je crois que tout ce que les gens sont en train de faire, ça me donne l'air d'une fantaisie que chacun est en train de jouer à son compte. Non, les gens sont sérieux. Les gens sont sérieux. Moi j'ai posé le problème. J'ai dit, quand on parle panafricanisme, je crois que ceux qui disent qu'ils sont des panafricanistes, ils parlent du global. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je veux bien voir les cas courts, tous ces économistes-là. Je veux les voir parler d'une Afrique de demain. Quand on parle du franc CFA, ça veut dire qu'on parle des pays CFA. On ne parle pas de l'Afrique. On parle de certains pays africains. Soyons d'accord sur le principe. Oui, bien sûr. Et je vous dis écoute-moi. Je donne l'exemple. Non, parlez par exemple des États-Unis. Parlez-moi des États-Unis. Parlez-moi quand même, nous sommes en train de parler d'une Afrique. Vous savez, vous avez lu un Twitter du ministre Bahara qui disait que les pays qui ont les économies les plus émergentes, ce sont des pays où les gens ont leur propre monnaie. Bon, sauf qu'il n'a pas parlé aussi de la Guinée. Il n'a pas parlé de la Guinée, il a parlé de certains pays. C'est même relatif ce qu'il a dit. Voilà. Oui. Donc moi je voudrais dire que les économistes africains doivent voir les choses de façon lointaine. Il ne faut pas que les gens regardent sous leurs pieds et que les gens essayent de faire des petits calculs sur les appareils pour dire quand ça va être comme ça. Non. Moi, je veux que les gens relancent l'Afrique autrement. Vous voyez, il y a des pays... Aujourd'hui, on se pose aussi la question, quels sont encore réellement les intérêts de la France en Afrique francophone? Oui, mais quand les gens parlent de la France, tout à l'heure,
Fabrice a réagi en disant que il y a certains pays, mais on parle seulement de la France. Et on ignore les autres également. C'est pour cela que j'ai dit que si nous aimons notre Afrique, pensons au lendemain de l'Afrique dans son ensemble. Donc que les gens commencent par orienter l'Afrique vers une volonté. Parce que quand vous avez vu ce que le ministre a dit, ça veut dire que les pays africains ont encore des rêves où chacun veut conserver une hégémonie propre à lui, qu'elle soit économique ou financière. Quand on dit que les pays qui ont par exemple leur propre monnaie, c'est des pays qui se sentent à l'aise, ça veut dire que les gens vont réfléchir et que demain, chaque pays comme le Togo, comme la Côte d'Ivoire, chacun va aller à sa monnaie. Et je crois que si chaque pays africain va à ce schéma, un jour, nous sommes en train toujours de réfléchir, vous verrez que l'Afrique sera même un pays qui va, dans l'avenir, rentrer en une guerre totale. Parfait. Voyons l'Afrique comme des enfants d'un même père et d'une même mère, et cette Afrique qui a envie de consolider ses liens sur le plan humain, économique et sur le plan d'essor de développement. Et c'est en cela que moi j'ai toujours dit que l'Afrique peut avoir sa monnaie qui est l'Africa, ou je ne sais comment on va la baptiser, et ça permet à l'Afrique d'être forte devant tous ces colons, ces mini-colons qui l'ont traumatisé et qui l'ont arraché tout. Oui. C'est juste juste un point par rapport à ce qu'a dit mon aîné. Je crois qu'il ne faut pas traverser le serpent pour prendre le bâton. Non. Pour le moment, on est quelques pays adeptes du CFA, c'est-à-dire qui sont définis par rapport à CFA. 14. Quand ce débat est venu, je crois savoir que les milieux anglophones qui tiennent les différentes monnaies anglophones ont estimé que ce n'est pas leur priorité. C'est pourquoi tu vois que ce débat, là-bas, ce n'est pas, puisque au moment où on parlait d'une monnaie de l'Afrique occidentale, et ils ont estimé que ce n'est pas leur priorité. Et ce débat est plus présent dans le milieu, c'est-à-dire francophone. Moi, je pense qu'avant qu'on ne voit le côté africain, il faut qu'on guérisse d'abord le mal, le mal sous-régional. Avant qu'on ne voit, avant qu'on ne voit le truc sur le plan africain, quoi. Oui, moi j'ai un dernier élément. Bon, moi je l'ai dit, je le répète, il faut qu'on sorte du CFA, d'accord, mais il faut maintenant que le débat soit porté par les spécialistes. Voilà. C'est comment est-ce qu'on sort. Moi je veux pas, c'est-à-dire que moi je veux pas me retrouver au Zimbabwe où tu as l'argent dans une brouette, mais tu ne peux pas l'utiliser. Oui, je ne veux pas. Parce que il faut qu'en Afrique, on ait des institutions fortes pour encadrer la monnaie. Il faut vraiment qu'on y aille là-bas. Et c'est le préalable qu'il faut avoir avant d'avoir la gestion de la monnaie. Sinon, vous avez vu par exemple au Nigeria, vous avez vu au Nigeria, quand on a reporté les élections, Buhari était en colère contre le président de la CENI. S'il avait les moyens de le dégager, il aurait pu le dégager avant le premier tour. Mais c'est parce que la loi l'empêche de le dégager qu'il n'a pas fait. Vous voyez le Sénégal, Macky Sall qui a utilisé la justice pour éliminer tous les adversaires importants aux élections pour aller seul. Voilà comment nous instrumentalisons les institutions dans notre pays pour conserver le pouvoir. Alors, si nous avons la monnaie, alors qu'il n'y a pas les institutions fortes, il n'y a pas des garde-fous pour empêcher l'individu de faire ce qu'il veut du pays, alors on a la monnaie, mais un matin, parce que le président s'est réveillé, il a rêvé que bon, celui qui voulait l'embêter, il enlève, il met quelqu'un, il dit bon, mettez la photo de ma grand-mère sur le billet, c'est ça qu'on va partager désormais aux citoyens. Donc, nous savons comment nos pays en Afrique soient gérés. Donc, il faut que les spécialistes, maintenant que le diagnostic est fait, il faut qu'on passe à la prochaine étape. Il faut que les spécialistes nous disent comment nous allons sortir du CFA. Quelles sont les conséquences et à quelle échéance on sort. Parce que c'est une question, comme Fabrice le dit, économique. C'est ce que nous produisons, c'est les convergences économiques. Le PIB du Togo n'est pas le PIB de la Côte d'Ivoire, n'est pas le PIB du Sénégal, n'est pas le PIB du Bénin. Comment on sort de tout ça? Et comment on harmonise tout ça? Merci beaucoup, Ferdinand. Donc, si on ne fait pas ça, le reste, c'est de l'aventure. Fabrice, puisqu'il y a aussi une question coloniale dans ce débat où on dit, bon, c'est un instrument qui reste celui de la colonisation, j'ai aussi bien peur qu'à un moment donné, on se retrouve dans une situation du genre, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Ça aussi, il ne faut pas perdre de vue. Oui, les Kakonou qui ont la verve en ce moment, Dieu seul sait aussi pour qui ils roulent. C'est une brèche. Je ne dis pas qu'ils roulent pour quelqu'un, mais c'est pas... On a vu Trump être content parce que la Grande-Bretagne est sortie
de l'euro, et ils encouragent même d'autres pays européens à sortir de l'euro. Pourquoi? Parce que naturellement, si l'euro s'affaiblit, ça fait également l'affaire du dollar. Ouais. On est aussi dans ce jeu que je voulais évoquer dans le débat. Vous avez vu le débat qui a eu lieu en Angleterre sur le Brexit. Tout le monde a suivi ça. Tout le monde a vu comment les populistes ont vendu aux gens que le Brexit était bénéficiaire au pays. Et dès qu'on a rompu le cordon avec l'Union européenne, ces mêmes individus comme Boris Johnson, tout ça, sont venus dire qu'on a commis une erreur en mettant le peuple anglais dans le Brexit. Ils ont quitté le gouvernement. Voilà. Donc attention. D'accord, très bien. Il y a un auditeur qui nous dit, si les Italiens qui ont fait de grosses études disent que le CFA nous appauvrit, je ne vois pas pourquoi l'Africain dit que c'est un État, un faux débat. Est-ce que la France gagne quelque chose? Mais si elle gagne, rien qu'elle nous laisse frapper notre propre monnaie, nous dit donc l'auditeur. Moi, je veux qu'on organise un débat national entre les deux camps, les Louboukpo et les Telou. Là, tout sera clair. Je vous exhorte, vous les journalistes, à organiser ce débat. On est sur le coup, et si les choses marchent bien, il n'y a pas de problème. On le fera. Et puis pourquoi la France, la Banque française assure la convertibilité de nos exportations et importations? Pourquoi la France garde nos réserves? Pourquoi notre monnaie est fabriquée en France? Tout prouve que nous sommes sous servitude économique. On nous a dit que notre président a un billet en économie. Lui pense quoi de tout ça? S'interroge donc l'auditeur. Il y a un autre qui dit, je suis en accord avec le grand frère qui est sur le plateau. Il faut une monnaie unique pour toute l'Afrique, et non individuelle. Sinon, ce sera plus grave qu'avant, nous dit donc l'auditeur. On reviendra sur les autres messages. Un autre sujet, c'est par rapport au PND. Selon les dernières informations, le programme national de développement sera lancé le 4 mars prochain. Le lancement officiel. C'est bien ça, Loïc Lawson. Et ça vous réjouit hein, qu'enfin on ait pu penser à lancer et donc à mettre dans la masse le contenu même du PND que vous avez toujours traité dans votre journal. Voilà, et maintenant tu as bien parlé. Je ne sais pas que ça me réjouit, non. Mais plutôt, tu te rappelles, on a fait un débat ici autour de ce programme et que les membres du gouvernement et les partenaires qualifient de programme ambitieux qui va faire décoller le pays. Alors, et au cours d'un débat ici, tu te rappelles, et moi je disais, comment on parle de PND depuis quelques jours, un PND que les étudiants en sciences économiques ne maîtrisent pas, un PND que les étudiants en droit ne maîtrisent pas, un PND dont en tout cas, les couches sociales du pays, quelles qu'elles soient, ne cernent pas. Alors qu'un développement, ce n'est pas entre les membres du gouvernement et les opérateurs économiques. C'est-à-dire, c'est tout un esprit, un développement. C'est tout un esprit. Et quand les gens ne sont pas imprégnés, quand les gens ne se retrouvent pas, vous avez beau écrire le plus beau programme, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et c'est pour cela, moi, au cours de ce débat, on disait ici, en studio, qu'il faut vulgariser le PND. Il faut le vulgariser au maximum, que les gens comprennent CERN. Il faut le diluer au maximum, selon les régions, selon les niveaux, pour que les gens puissent savoir de quoi il s'agit. Parce que tout le monde doit savoir qu'il y a quelque chose comme programme. Que le Togo est en train de... Et qu'à part le régime un jour, s'il y a alternance, que ceux qui viennent juste sont là pour continuer ce qui a été... Que le PND n'est pas le même sort que Togo Vision 2030. Et tu sais qu'on a cité entre temps. Là, je suis en train de me demander que devient le PUDC, qu'on a lancé aussi en grande pompe, comme ça, rappelle-toi. Oui. On a même envoyé les ministres dans tous les quartiers, dans tous les villages, pour dire qu'ils vont aller recueillir les problèmes des Togolais à la base. C'était en conseil des ministres que les décisions ont été prises. J'ai vu des ministres courir et dire que c'est le président qui nous a envoyé pour voir vos vrais problèmes et que c'est pour faire décoller le pays. On est né où? Va demander aux gens du PNUD ou de tous ceux qui sont partenaires du PUDC, et ils se disent, mais c'est perdu comme ça, c'est fini comme ça. Alors moi, oui, vulgariser le PND, oui, essayer de l'expliquer, mais ne pas faire du folklore. Parce que c'est deux choses différentes. Parce que je suis pragmatique et carré là-dessus. Qu'on mette le PND sur les rails, qu'on en parle, qu'on l'explique, oui, mais qu'on en fasse du folklore et qu'à la fin, ça soit de l'enfarinage, ça soit de la poudre aux yeux, j'ai dit non. Et surtout, l'autre chose et l'autre aspect que je vais développer, que je dois dire, c'est ceci, que le PND ne soit pas aussi un moyen pour certains de s'enrichir aussi. C'est cela le Togo. C'est-à-dire, on lance des projets, c'est parce que ça, quand tu vois quelqu'un s'agiter autour du projet, c'est que ça lui profite. Non, pas forcément. Mais je peux te donner plein d'exemples. On a envie de travailler, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on fasse? Mais je peux te donner plein d'exemples. Eric, tu sais, moi, je n'avance pas les choses en l'air. Je sais de quoi je parle.
mais mettre les garde-fous nécessaires autour de cette histoire du PND pour que ça ne devienne pas un business privé pour certains. L'autre fois, j'ai par ironie, j'ai tweeté en disant le MIFA a été lancé en grande pompe et que le MIFA est devenu finalement une SA. Et que je crains que le PND devienne une SARL. Les gens ont trouvé que je blaguais, mais j'étais sérieux. Et en réponse, quelqu'un m'a dit, un des acteurs me dit, du PND, me dit non, que c'est pas grave si ça devient une SARL et que, écoute, de toute façon, l'objectif, c'est le business. J'ai pas voulu répondre parce que j'ai trouvé ça scandaleux. Parce que si notre programme national doit devenir un business où c'est-à-dire les gens peuvent venir souscrire à des actions, alors le développement du pays, ils vont l'oublier. Parce que les gens vont vouloir rentabiliser leurs propres affaires, en faire du business privé et oublier le Togo. Et le Togo ne va pas se développer. Oui, quand les gens viendront investir, ce sera du business de toute façon. Justement, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça, au départ aussi, si tu te rappelles, j'avais titré un article en manchette de notre genre pour dire PND, un virage délicat. Parce que dès que j'ai lu le programme et que j'ai vu que le Togo dépendrait en grande partie des investissements étrangers, j'ai dit, là aussi il y a problème. Parce que celui qui vient pour investir chez vous, pour votre développement, qui met de l'argent dedans, ça veut dire que quoi? Il attend en retour quelque chose. Et la question c'est de savoir, est-ce qu'entre le pays et lui, son business à lui, parce qu'il avait de l'argent. Que ce soit le gouvernement. Pas moi seul. Oui, même les opérateurs économiques qui sont le patronat togolais, le patronat dans ses propositions a dit à la base, quand cette réflexion a commencé, que si on pense développement, ça doit venir de nous, les financements doivent venir de nous en grande partie. Le patronat n'a pas été écouté. Ce sont eux les acteurs du développement. Mais au Togo, malheureusement, le politique, le petit ministre anti-Djemé a plus de poids que l'opérateur économique qui fait fonctionner et fait payer le ministre. Et ça aussi, c'est des erreurs. Oui, c'est vrai que dans le PND, le gouvernement togolais a une part de 35% seulement. Les autres parties, c'est occupé par les partenaires, surtout les partenaires étrangers. Je vois si on ferait un commentaire sur ça, ou on passe politique. Non, moi je pense. Allez-y, Ténéo d'abord. Non, moi je crois qu'il faut saluer l'initiative, l'idée. Et je salue le fait aussi qu'on veut passer au lancement officiel. Mais c'est une question que nous avons posée ce matin. Donc depuis qu'on parle du PND, on est allé en parler en Chine. On est allé en France en parler. On parle de ça dans tous les pays. On n'a pas encore fait le lancement officiel. Oui, bon, je crois même, il faut même dire qu'il y a des actions qui ont démarré par rapport à ce PND. Bon, lorsqu'on parle par exemple de l'hôpital, dont on a posé la première pierre là, des gens disent que ça fait partie du PND. C'est ce qu'ils ont dit. Et là, moi, j'avais même une objection à faire parce que par rapport à l'hôpital, avant d'en venir, je crois qu'il ne faut pas que les gens donnent l'impression de faire croire aux gens qu'ils sont en train de faire quelque chose. Comment ça? Mais il faut que la chose soit faite effectivement. Et moi, je connais des pays où jusqu'à 5 ou 10 générations vont payer le prix des projets analogues. Il y a des pays qui se sont fait construire des aéroports, il y a des pays où on a aménagé les ports, il y a des pays où de l'extérieur on est venu faire les routes, et que en conséquence, ceux qui sont venus d'ailleurs, comme les amis l'ont dit tout à l'heure, que les gens ne viennent pas pour le plaisir ou pour la beauté des pays où ils sont arrivés. Ils viennent aussi pour tirer des profits. Et je crois que pour vendre le PNB, on ne va pas en arriver à ce point, mais qu'on sera effectivement présent pour faire des choses sérieuses qui sont porteurs du développement pour le Togo et qui sont profitables aux populations que nous sommes. Et ça, c'est mon rêve, c'est l'envie ou la vision que moi j'ai du PND. Je crois que quand on va l'éclater, quand on va l'envoyer, et quand on va le faire connaître, et quand on va le faire vivre à tous les Togolais, on se retrouvera dans le schéma que j'ai dit. Mais si ce n'est pas ça, nous avons échoué. Je parlais tout à l'heure de l'hôpital, dont la première pierre a été posée. Voilà. Et moi, j'avais plutôt... j'ai aimé tout, puisque pendant longtemps, nous sommes ici, on criait, on disait que le Togo n'a pas un hôpital de référence. Oui. Peut-être que tous les cris ou tous les souhaits des populations togolaises ont été entendus et qu'enfin, on a posé la première pierre et je crois que les choses vont aller très vite. Oui, mais seulement, c'est le nom qui me fait problème, moi. Oh, parce que, non, oui, mais je dis, l'État, écoute, oui, c'est important. L'État le Togo est un État laïque, oui, où on n'a pas
de ségrégation, on n'a pas de clan. Parce que, écoute, catholique, ça. Oui, mais quelqu'un qui est féticheur, quelqu'un qui est musulman, quelqu'un qui est athée, il fait partie du Togo. Mais moi, d'abord même, est-ce que les gens savent ce que c'est Saint-Pérégrine? Moi, quand j'ai lu ça, je me suis demandé, c'est quoi? Ce nom a quelle identité du Togo? Non, soyons sérieux. Le projet, il est ambitieux, il est intéressant pour le Togo. Mais le nom qu'on y porte, ça a quelle référence historique? Ça donne quelle identité? Quand vous allez par exemple au Niger, où les gens des malades incurables. Oui, mais ça, il faut connaître. C'est un Italien. Il faut connaître quelque chose. Comment le Togo veut donner un hôpital de référence aux Togolais et on donne un nom italien? C'est l'Italie qui conçut ou c'est le Togo? D'accord. Et ça, c'est le problème que j'avais. Et je crois que même dans le village, dans les téléphones de ce pays, les vieilles vous demanderont, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi au juste? Merci et beaucoup, moi, je crois que on va placer aussi un mot sur la santé tout à l'heure. À chaque fois on parle du PND, hein? Oui, à chaque fois qu'on parle de... Ne le perdons pas de vue, parce que le Sénat est sorti un petit peu du cadre. Oui, à chaque fois qu'on parle de ce fameux PND là, moi, ça me fait rigoler. Tout comme la vision, s'il vous plaît, laissez allez-y. Tout comme la vision 2030 de Kakoun Boko m'avait fait rigoler. À l'époque, moi, à l'époque, c'est d'ailleurs pourquoi tous ces développements, moi, ça ne me fait pas chaud. Bon, moi, je pense que actuellement, si les gens vont loin pour vendre leur PND, je crois qu'ils sont conscients d'une situation. Ils sont conscients d'une situation parce que ici, dessus, je crois, avant qu'on ne vienne ici, je crois, de peu d'informations que j'ai sur leur PND là, je crois savoir que les privés... Comment leur PND? Oui, les privés vont détenir les 115% des parts. Non, les sont 5. Non, j'ai vu dans un document, ce sont 5% des parts. Et maintenant, l'État va détenir les 35. Puis, à moins que mes calculs... L'État prend 35, les autres, c'est pour les partenaires. Exactement. Donc, pour une république qui s'est arrangée, peut-être que Eric va de suite me dire que je généralise trop, parce que avant de faire confiance à quelqu'un, il faut voir sur quoi il est assis. Il est question quand même des gens qui vont faire confiance à un projet, qui vont se mirer là-dedans et plus ou moins retrouver leurs intérêts avant de mettre la main à la poche. Mais avant de mettre la main à la poche, les gens vont s'interroger, avant que le PND n'arrive, sur quelle base ont développé le pays. Les grandes structures qui sont censées, si aujourd'hui on se dit que chacun, c'est-à-dire chaque pays n'a qu'à se débrouiller, il n'y a pas de prêt extérieur, chacun n'a qu'à se débrouiller avec ses moyens de bord, ses ressources internes pour développer le pays, on peut se vanter de s'adosser à notre port autonome pour nous développer, à nos minéraux tels que le phosphate pour nous développer, au fait que, de par sa position stratégique, notre pays, principalement la capitale, soit devenu un carrefour financier. Je vais parler des banques qui ont fleuri. Voilà autant de structures sur lesquelles on peut s'appuyer pour se vanter et développer les pays. Toutes ces boîtes-là d'État dont je parlais tantôt, quelle gestion on en a fait? Le résultat qui est là actuellement, quelle communication on a fait? Pourquoi on ne dit pas actuellement le port soit obligé de prêter l'argent pour payer ses agents? C'est le 15 du mois passé, le 15 février que les agents du port ont pris leur salaire. De quel mois? Du mois de janvier. Oh, 2 semaines, c'est pas grave, non? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Dans certaines entreprises, le port autonome de Lomé, c'est le poumon de, s'il vous plaît, c'est le poumon de l'économie togolaise. Quand une telle situation rentre en discuter jusqu'à ce que on dise que c'est le 15 du mois suivant qu'on paie les agents, et que même c'est pas les découvertes qu'on paie ces agents, et que les banques ont refusé de faire des prêts à cette... Moi, je connais des fonctionnaires, des agents de l'État au port, qui à un moment donné... C'est le PND. S'il vous plaît, qui à un moment donné... Vous sortez carrément du cas du PND. Non, je dis... Je ne refuse pas. Vous m'avez confié tout à l'heure que je ne refuse pas. Vous reviendrez la semaine prochaine avec le port de Lomé. Je dis tous ceux à qui on va vendre le PND hors des frontières, s'ils savent réellement comment le pays se gère en termes de finances, personne ne viendrait. Merci beaucoup à Abi Alpha Isoto.
Ferdinand Ité, et je donne la parole ensuite à Fabrice. Non, moi je crois que cette histoire du PND, moi je suis un peu plus... je suis un peu sévère. C'est une escroquerie. Qu'on m'en excuse, mais c'est une escroquerie parce que, vous voyez, dans ce pays, on aime inventer des trucs quand on est soi-même incapable de faire un certain nombre de réformes. On invente des projets ou des programmes et on distrait les gens. On a connu ici DRSP, ou bien c'est quelque chose comme ça, DSRP, on n'a pas évalué, on a connu la SCAP, on n'a pas évalué, on a connu PUDC, on a connu PUDC, on n'a pas évalué, on a connu Vision 2030, on n'a pas évalué, même pour le PUDC, le président est allé en Allemagne, il a dit oui, pour assurer la transparence, tout ça, on donne les fonds aux Nations Unies, c'est eux qui vont gérer. Et on a vu comment est-ce que le PNUD, plus certains ministres au Togo ont organisé la casse de ce projet-là et ils ont pris l'argent. On n'a rien évalué. Et on a fini tout ça. On est allé chercher un Dominique Strauss-Kahn quelque part, plus Carlos Lopez, qui se dit économiste, qui n'en est pas un, pour écrire ce truc-là. Non, je parle de Carlos Lopez, il n'est pas économiste. Mais c'est ce monsieur capverdien qu'on met devant nos ministres, quand on forme le gouvernement, et nos ministres sont alignés comme des élèves du cours primaire, je ne sais pas quel cours primaire, les gens ont leur sac par terre, pour dire que oui, on est en train de faire un séminaire gouvernemental. Écoutez, il ne faut pas que les gens insultent l'intelligence des Togolais. Comment est-ce qu'on peut prendre tous les ministres d'un gouvernement du Togo, les Togolais qui sont réputés si intelligents, aller mettre devant un soi-disant économiste venu du Cap-Vert, qu'on est en train de faire séminaire gouvernemental. Les gars, nous sommes fiers des Togolais. Nous ne laissons pas notre pays, ne laissons pas des gens venir, nous, je ne sais pas comment dire ça, nous chosifier dans notre propre pays. Et ces messieurs-là, ils ont pris beaucoup d'argent pour écrire ce projet-là. Ils ont pris beaucoup d'argent. Et l'État dépense... Ne serait-ce que pour écrire le projet. Oui, et l'État dépense énormément de l'argent pour leur entretien. Ils sont tout le temps lomés ici. Parfois par des jets privés, des avions quand ça fait. L'État paye leur séjour. Et c'est ces gens-là qui viennent nous dire, oui, on a écrit le PND, et on commence par se promener dans les capitales, et on engloutit l'argent dans les billets d'avion. C'est devenu un business pour les gens. On dit oui, qui sont ceux qui vont aller à Bruxelles, les gens se bagarrent. Qui sont ceux qui veulent aller à Paris, les gens se bagarrent. Ceux qui vont en Chine, les gens se bagarrent. Et on vient, on fait des rapports mirobolants. On dit oui, le PND a été tellement apprécié au Forum de Paris. Le PND a été apprécié en Chine. Dites-moi sincèrement, quel opérateur économique sérieux va venir investir dans un pays comme ça, où il y a la corruption, où la corruption, c'est un phénomène mondial. Mais attendez, mais l'opérateur économique qui vient pour investir chez vous, c'est un des critères fondamentaux. Et qui vient dans un pays où le port, qui occupe un axe fondamental dans le PND. Si vous lisez le PND, on bâtit toute la stratégie du PND sur le port. Et le port est totalement inexistant. Et il y a un vieux grabataire qui est là-bas, ils ont vendu tous les secteurs du port, même le port n'arrive pas à payer ses employés. Alors que des gens n'arrêtent pas de nous raconter des histoires, PND, ceci, ils n'ont qu'à enlever même le D, ça va être PNP et puis c'est fini. Non, vous n'allez pas exagérer. Je vais vous donner la parole tout à l'heure, Fabrice, vous allez patienter en quelques secondes. Nous allons marquer une pause sur le citer. Il est 12h sur la radio Taxi FM Lomé. Vous écoutez Taxi Presse. Taxi Presse. Il est 12h05 sur radio, Taxi FM Lomé. Vous écoutez Taxi Presse avec Chanyao Aremiao, Loïc Lawson, Ferdinand Ité, Fabrice Sekezi et Abi Alpha Isotou. Mais avant de le retrouver pour la suite du débat, nous sommes en liaison avec la rédaction de Taxi FM et c'est Jean-Marie Leblanc qui est au téléphone. Jean-Marie, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes au programme pour Taxi Midi, 12h45. Quel est le contenu de votre journal, Jean-Marie? Eh bien, dans l'actualité, le taux d'exécution du projet de développement rural de la plaine de Diaglé aujourd'hui à 45%. Le ministre chargé de l'agriculture était sur le tas jeudi. Et puis Lomé habite depuis le 18 février la journée nationale de la société civile. L'union des organisations non gouvernementales était face à la presse jeudi. Enfin sport, pas de championnat ce week-end au Togo. L'instance nationale de football et les différents acteurs en assemblée générale ordinaire samedi à Lomé. Voilà, Eric, le résumé du grand direct de midi. Très bien. On développera tout cela avec vous tout à l'heure à 12h40. Merci beaucoup, Jean-Marie, et à tout à l'heure.
Retour en studio. Et Fabrice, c'est vous qui devez maintenant parler sur le cas du PND tel que soulevé par les confrères. Le lancement officiel sera fait le 4 mars prochain, c'est ce qui est annoncé par le gouvernement. Oui, ben je crois que pour le développement d'un pays, il faut toujours des approches. Oui. Et effectivement, il y en a eu plusieurs qui n'ont pas abouti et on n'a pas fait un plus ou moins, ou du moins on l'a fait, on n'a pas l'information. De toutes les façons, après un projet, il faut toujours faire une évaluation et on a constaté qu'effectivement, que ce soit le SCAP 1, 2 et autres, le PIDC, ça n'a pas apporté ce que ça devait apporter. Maintenant, en ce qui concerne, est-ce une raison peut-être pour arrêter d'initier des projets? Je dirais non. Mais effectivement, il faudrait que les erreurs commises, ou du moins ce qui a contribué à l'échec des précédents projets, puissent servir à l'actuel, notamment celui du PND. Oui, le PND, ça reste un business. N'ayons pas peur des mots. Naturellement, personne ne viendra investir pour vos beaux yeux. Il investira à condition qu'il trouve sa part là-dedans. Mais maintenant, effectivement, il faut mettre, puisque les autres projets ont échoué, il faut mettre les garde-fous de telle sorte que l'actuel projet ne puisse pas échouer. Mais non, par rapport à celui qui a rédigé ce projet-là, on a donné des noms ici. Maintenant, il faut chercher à savoir, les Togolais sont très intelligents, je suis d'accord. Maintenant, il faut chercher à savoir qui avait rédigé les précédents et est-ce que c'est les projets qui étaient mal ficelés et maintenant on est obligé d'aller recourir à des compétences à l'international pour pouvoir faire le PND. Je crois que, ou alors les projets étaient bien faits et c'est dans la mise en œuvre, il y a eu des cafouillages. Je crois qu'il faut avoir de ces éléments d'appréciation parce que, en fait, l'image de cette personnalité capverdienne assise devant les ministres, effectivement, l'image n'est pas bonne. Elle choque dans la mesure où on a l'impression. Mais je crois que le faux départ était dès le début. C'est-à-dire, c'est lui qui a écrit le projet, il lui revient d'expliquer aux gens ce qu'il entend exactement faire. Et donc, on ne devrait pas être surpris de le voir là-bas expliquer au ministre ce que lui-même a conçu. Mais non, je suis sûr qu'à peut-être à ces échanges-là, les gens ont dû relever des choses. Mais une chose est sûre, il faudrait vraiment éviter qu'on initie des projets qui n'aboutissent pas. On sait que ce sont les projets qui font manger les gens naturellement, mais il faudra au moins qu'à côté des intérêts des uns et des autres, on puisse au moins atteindre plus ou moins l'objectif. Puisque ce qui est sûr, quand tu pilotes un projet, même s'il aboutit, tu auras ta part. Mais bon, faudrait pas qu'à un moment donné, c'est toi qui as ta part, mais le projet n'a jamais abouti. Et tout de suite, on le met de côté en avant. Parce qu'effectivement, il y a des gens très... Moi, je ne sais pas rédiger les projets, mais je sais qu'il y a des gens qui sont très féconds en matière de rédaction de projets. Et quand vous avez la chance que ce soit banqué... Oui, quand vous avez la chance que ce soit banqué, parfois même vous ne souhaitez même pas que celui qu'on vient de financer aille jusqu'au bout. Vous l'arrêtez, vous créez un autre. Je crois que si les gens sont dans cette logique-là, il va effectivement falloir ouvrir les yeux. Et je crois que Aplusia aussi peut regarder de ce côté également. Ah oui, pourquoi les projets échouent? Pourquoi est-ce que les projets échouent? Alors, la question même du port autonome de Lomé, c'est vrai que ce débat-là aussi est très intéressant aujourd'hui. Quand on tourne quand même le PND, le moteur central, c'est le port autonome de Lomé. Et l'agriculture, bien entendu, et le visage que présente notre port, ce n'est pas la première fois qu'on va en parler ici, mais est-ce que ce n'est pas grave quand même? Non, moi je vais intervenir. Vous savez, le port autonome de Lomé n'est qu'une structure. Elle n'est viable que si la nationale numéro 1 qui la dessert est viable. Elle n'est viable que si le chemin de fer est viable. Parce que si les marchandises arrivent au port et qu'on n'a pas de route pour les acheminer vers les pays de l'Interland, ça veut dire que le port, à lui seul comme ça, n'est pas une entité viable. Il y a longtemps dans ce pays qu'on nous a dit, on va faire des rails. On n'a jamais vu 1 kilomètre. Le seul truc qu'on a fait, c'est que Bolloré a mené un train, et on a mis quelqu'un dedans, et puis arrivé à Balfedo ici, le train est tombé en panne, depuis les gens sont sortis. Et puis, la station de Bolloré est toujours là-bas. Toujours là-bas. En face du ministère du Commerce. On ne sait pas ce que les trains là sont devenus. Et la route nationale numéro 1, il faut la prendre aujourd'hui pour voir les accidents qu'il y a sur cette route-là. Est-ce que c'est normal que depuis 1960 qu'on est indépendant, on n'a pas pu être capable de faire une autoroute sur 400 ou 500 km? On n'a pas été capable de le faire. Même si chaque année on faisait 1 km, au moins 40 ans après, on aura fait au moins, je ne sais pas combien de kilomètres. Alors, quand on vient nous dire aujourd'hui
Oui, il y a le port autonome de Lomé. La dernière fois, c'est quand on a fait l'émission ici, quand on a sorti le 13e mois pour les gens au port. On a sorti le bulletin, mais il n'y a pas l'argent. C'est-à-dire que c'est comme tu as eu un chèque, mais il n'y a pas l'argent derrière. On a distribué les papiers pour calmer les gens, mais il n'y avait pas l'argent. Et on nous informe aujourd'hui que pour le mois de janvier, c'est le 15 février qu'on a payé. Pour une structure qui rapporte de l'argent. Vous allez au port là-bas, aujourd'hui, là où nous sommes, que ce soit TP3, bureau de douane, je ne sais pas quoi. Les gens ont les sacs en plastique qui sont là-bas, ils mettent l'argent dedans. Chaque soir, qui sont-ils? Il y a les douaniers, il y a les gens de l'hôtel, il y a tout un réseau. Vous savez qu'aujourd'hui au port, ceux qui volent les marchandises des gens, qui amènent les voitures, les gens de la diaspora, ou les conteneurs, qui amènent les voitures dans lesquelles il y a les télévisions, tout ça là, c'est les policiers et les gendarmes qui sont chargés de faire la sécurité au port, qui enlèvent les télé-écrans plats, tout dans les voitures des gens. C'est devenu... C'est eux qui mais attends, pour rentrer au port, il faut présenter des badges. Qui peuvent rentrer au port pour enlever les télévisions écrans plats, les tablettes, tout ça dans les voitures des gens. Et donc, ce milieu est infesté de tous les trafics. Il faut, comme Sarkozy l'a dit quelque part, nettoyer ce port-là au cachet. C'est-à-dire qu'il faut nommer un directeur général. Il faut... il y en a déjà un. Hein. Ouais, mais il faut nommer un autre parce que un là, il est vieux. Il ne se contrôle même plus. Il faut nommer un directeur général. Il faut nationaliser tous les secteurs du port qui ont été privatisés de manière obscure, floue. On ne sait pas qui sont les actionnaires. Il faut les Boulouda, les Antalzer, les quoi là. Il faut retirer ça. Et vous savez que c'est la manutention qui rapporte de l'argent au port. Il faut revoir le contrat de manutention pour le port. Et à partir de ce moment, vous pouvez espérer que le port va apporter quelque chose au budget. Parce que si vous prenez la loi des finances aujourd'hui, qui a été votée, le port n'apporte pratiquement rien au budget de l'État. Et c'est scandaleux. Bien, merci beaucoup Ferdinand. Non, j'ai toujours dit que quand on veut parler du port, je suis souvent embarrassé, mais bon, il faut qu'on en parle. On est Togolais, le Togo, tous les Togolais ont leur regard tourné vers le port. Et j'ai entendu à cette table dire que c'est l'économie, le poumon de notre économie, et d'autres ont réagi en disant rapidement que c'est flux. Ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème parce que cette volonté qui doit faire à ce que le port renaisse, à ce que le port soit ce que nous lui avions connu ou que les Togolais lui avaient connu, il faut que les gens se décident à un moment donné. Tout le temps on en parle, ce n'est pas à ce plateau. Il y a beaucoup de journalistes qui parlent du port, même des Togolais dans la rue un peu partout. Quand vous allez dans la zone portuaire, les gens murmurent. Ça veut dire qu'il y a un réel problème que l'État doit penser à penser. Et quand on ne veut pas penser, la plaie, elle va rester, elle va devenir une gangrène. Et je crois que la gangrène prend de l'ampleur. Regardez, Ferdinand dit quelque chose de très important. Aujourd'hui, le port est émietté en plusieurs sociétés, en des sous-sociétés, et finalement, les apports que ces sociétés font à l'État sont insignifiants. Je veux seulement parler, par exemple, de ceux qui sont arrivés, les Chinois, LCT qui est arrivé. Qui connaît... Les Chinois sont dedans aujourd'hui à 40%. Qui connaît quel est ce Togolais, ou bien quel est ce cadre du port, ou quel est ce ministre qui connaît les vrais contours du contrat de LCT. LCT, selon les sondages, les enquêtes que nous menons un peu partout, LCT n'apporte pas plus d'1 milliard au Togo. Rien du tout. C'est scandaleux. Allez-y chercher. Rien du tout. Je vous dis, allez-y chercher. Le port privé qui a j'ai dit, n'apporte pas plus d'1 milliard au Togo. Et c'est tout triste. Mais non, ce qui est grave, Tania, que vous ne précisez pas, c'est parce que c'est le port qui a prêté l'argent. C'est-à-dire que c'est sous l'autorité du port qu'on a pris l'argent dans les banques pour construire LCT. C'est tout triste. C'est grave. Quand on parle même du premier responsable du port, on parle du contre-amiral. Du contre-amiral à Fogan-Denia. Est-ce qu'il connaît tout ce qui se passe dans ces différents contrats? Et moi, je dis que, comme on en parle, il y a des gens qui gèrent le pays. Il y a des gens qui ont les torches sur tous les secteurs du pays, qui savent ce qui se passe dedans. Ils ont même les scanners, ils savent ce qui se passe, qui nous échappe. Et quand on ne dit rien, finalement, on va s'essouffler, on va se dire qu'on ne sait plus que dire. Parce que depuis qu'on parle du port, pour moi, les gens allaient trouver déjà la solution pour relancer le port. Les agents du port, quand vous les voyez, ils sont pitoyables. Il y en a, quand ils vont en mission, ils rencontrent d'autres qui viennent d'autres ports, ils sont pitoyables. Le DG aussi. Mais le DG, j'en sais pas, j'ai jamais voyagé avec lui. Mais je crois qu'il faut que les gens nomment des gens dignes et qui peuvent reprendre le port.
quand je dis toujours détruire, les gens pensent que... Bon, 45 secondes. Nous sommes en train de faire l'apologie de certaines personnes. Moi, je dis que ce port a un nom, grâce à un nom. Que les gens, Agbeume, parce que c'est Agbeume qui a construit la direction, c'est Agbeume qui a créé le terminal du Sahel, c'est Agbeume qui a... Tous les grands projets, même s'il y a des dettes, déjà parti. Déjà, il y a eu une volonté. Oui, mais on peut trouver d'autres Agbeume. Il faut qu'on trouve des gens qui ont la volonté de faire parler du port, de faire revivre le port. Il faut. On parle de la politique, mais juste un mot sur la santé, très rapidement. Sur ce sujet, je vais juste faire une précision pour que vous compreniez. En une minute, pour recadrer ce que Ferdinand disait, ce n'était pas un prêt. C'est-à-dire, comme c'est une infrastructure portière, le port doit participer au quart du budget de la construction. Donc le port a construit, s'il a coûté 100 millions, sachez que le port a donné 25 millions. Tout comme le port a donné le quart de la construction de la route du contournement et le quart de la construction des contournements des failles d'Aléjo et des falaises. Parce qu'on dit que c'est là-bas que les grands camions qui quittent le port font le plus d'accidents. Vous comprenez? Actuellement, un des secteurs par où le port est censé trouver l'argent, c'est la location des terres. Le port a 900 hectares. Vous comprenez? Et on a loué aux gens. Parfois déjà aménagé, parfois pas encore. La LCT, on a loué à la LCT 100 francs le mètre carré. Est-ce que c'est possible dans un pays? D'accord? Les autres parcs que vous voyez là, 100 francs le mètre carré. Et ils vont commencer par payer, s'il vous plaît, par mois. Ils vont commencer par payer après 12 ans d'exercice. D'accord? Après 12 ans d'exercice. 100 francs le mètre carré. Les autres domaines, les parcs là, 400 francs le mètre carré. D'accord? Les spécialistes disent que il faut actuellement que, même si actuellement on loue 1500 le mètre carré, on n'a pas encore triché les partenaires. Pourquoi on laisse 100 francs le mètre carré à la LCT? Alors que c'est déjà trop chose. Donc, moi je vous ai dit qu'un jour là-bas, là, on vous dira que la LCT c'est pour le président de la République. Notez ça, vous verrez. Très bien. Merci beaucoup Abi Alpha Izotou. Vous êtes précis et en tout cas rassuré sur le sujet. Avant de parler politique, encore 5 minutes sur le cas de la santé. Parce que j'ai lu votre éditorial hier, Loïc Lawson, où vous vous interrogez par rapport donc à l'hôpital de référence Saint-Péregrin, qui est une bonne chose. Tout le monde est unanime là-dessus. Mais vous espérez juste que cela va être bien géré, c'est ça? Oui, naturellement. Tu sais, c'est parce que le problème aussi qu'on a dans ce pays, c'est la gestion. Notre port, tout le monde dit que c'est le meilleur. Eau profonde, machin, ceci, ici. Mais la gestion, elle est catastrophique. Dans le port, la gestion est profonde. Quand tu rentres dans le port, les nids de poules sont pas possibles. Ouais. Il y a de l'eau, quand il y a une petite pluie, c'est pas normal. Donc pour moi, l'hôpital, comme je l'avais aussi déjà dit, c'est une bonne chose. Celle qui a une initiative, Madame Awadé, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut assez clarifier beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à clarifier. Et c'est le fait qu'on ne clarifie pas qui amène justement la pagaille après. On nous a dit 17 milliards que ça coûte, mais qu'ailleurs ça va jusqu'à 40 milliards. Là aussi, on a dit entre 17 et 40 milliards. Là, voilà, merci pour cette expression. Oui. Là, je trouve que c'est dangereux. C'est dangereux. Comment ça? On n'a pas le coup. On n'a pas le coup. C'est ce qui m'a même amené à dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On n'arrive pas à nous dire avec exactitude ce que coûte cet hôpital et la marge, on dit entre 17 et 40 milliards en même temps. Tu imagines ce que les gens préparent? Tu comprends ça? C'est moi des choses comme ça, pour les choses comme ça, des choses comme ça qui me choquent. Pour finir, toujours pour l'hôpital, il faut clarifier davantage des choses. Parce que nos retraités meurent, ceux qui ont cotisé meurent. On ne règle pas leurs problèmes, mais on va construire des hôtels et des hôpitaux comme l'a titré un journal. C'est une vérité. Mais regarde, parlant de comment vous appelez ça, quoi, américain, on a amené 2 blancs là. Oui. 2 blancs qui se sont qu'on a présenté au président de la République. Oui. Devant le président de la République, on dit quoi? C'est les partenaires de l'hôpital. Mais ce qu'on ne dit pas aux gens, il n'y a aucun partenariat signé à l'heure actuelle avec la fameuse l'hôpital américain. Va là-bas demander s'ils connaissent Saint-Péry, comment vous appelez ça? Saint-Périgrin? Ils connaissent rien. Les blancs qui sont venus, non, c'est pas sérieux. Je t'explique, les blancs qui sont arrivés, ils ne sont pas venus spécialement pour Saint-Périgrin. Eux, ils sont vedettes des marcheurs. Ça, je sais quoi. Je viens. Non, c'est sérieux. Laisse-moi parler. Ils démarchent quoi, le gravier? Explique. Quand ils sont arrivés, ces blancs, c'est pas la première fois qu'ils sont venus. Ouais. Ils ont déjà contacté des cliniques à Lomé. C'est clair. Pour demander, je sais de quoi je te parle, au moins 2 cliniques je peux te donner. Ils ont approché les patrons des cliniques pour dire, les cas difficiles, les cas compliqués, est-ce qu'on peut dealer sur ça? Vous,
les papiers, vous avez voté pas, on a notre part. C'est vrai. Mais, après, on va sortir les noms des cliniques. Quand ils sont venus, la première personne qu'ils ont vue, c'est la chambre de commerce, ils ont été pour Bameba. Avant qu'ils se dirigent vers des cliniques. On sait tout ça. C'est pour ça que je dis, quand on peut déplacer un chef d'État, on ne le déplace pas pour du folklore. L'hôpital est une bonne initiative, mais on a assez de choses encore à clarifier. Mais comme nous sommes dans un pays où on ne veut rien clarifier, nous disons, je sais qui amène l'échec. Moi, je pense que nous avons fait une analyse la dernière fois, en disant, cet hôpital, c'est l'expression de la gestion artisanale du pays. Et on l'a démontré. Vous savez que le 9 juillet 2018, le Premier ministre a reçu dans son cabinet des Indiens qui sont venus ici avec un projet d'un hôpital de référence. Oui, si. Vous les avez vus. République of Togo a fait un long article et on nous a dit que le Togo est en négociation avec les Indiens pour construire un hôpital. C'était lors du sommet solaire. C'était lors du sommet. Mais c'est la date, c'est le 9 juin 2018. C'est il y a à peine quelques mois que les Indiens sont venus, ils ont même fait une conférence, ils sont sortis chez le Premier ministre, ils ont parlé, qu'ils vont construire un hôpital de référence. Entre-temps, je ne sais pas si c'est le projet des Indiens qui est devenu le projet qu'on voit là. Mais ce que j'estime que si, tant que le Togo a besoin d'infrastructures sanitaires de référence, et nous sommes tous d'accord qu'on en a besoin, il faut construire les choses dans les règles de l'art. Clairement. La Caisse nationale de sécurité, c'est une propriété tripartite. C'est un truc parapublic. C'est pour l'État, les travailleurs et le patronat. Oui. Et la directrice de la Caisse nationale de sécurité ne peut exécuter un projet qu'en accord avec le conseil d'administration. Et si c'est fait, ça veut dire que tout le monde est d'accord là-dessus. Attendez, Eric, attendez qu'on arrive. Les deux entités, à savoir le patronat et les syndicats, n'ont pas été d'accord sur le projet. Non, attendez. Mais Eric, attendez, on nous l'avons dit dans l'article. Oui. On n'a pas été d'accord sur le projet. Comment c'est possible? Attendez, parce que ce n'est pas la mission de la Caisse. Oui. La mission de la Caisse, c'est d'assurer la sécurité et le bien-être des travailleurs. Et la Caisse n'évacue pas les malades. Parce que la Caisse n'est pas une assurance maladie. Il ne faut pas qu'on nous raconte des histoires. Alors, quand des gens dorment dans leur chambre, ils imaginent des trucs. Et ils vont prendre l'argent pour aller créer une structure comme ça et faire un budget élastique. Vous pensez que c'est les travailleurs qui vont aller se soigner là-bas? Quand la Caisse construit des villas... Pourquoi pas? Non, Eric, attendez. Pourquoi vous voulez que les travailleurs aillent attendez. Tu crois que moi, on va nous évacuer par hélicoptère quelque chose? Quand la Caisse construit des villas de 2 milliards à la cité du Millénium, c'est pour les travailleurs qui a cotisé à la Caisse nationale de sécurité. Quand la Caisse construit des villas de 1 milliard, c'est les travailleurs de la Caisse de sécurité qui vont aller vivre là-bas. C'est comme un placement de fonds. Non, mais non, il faut qu'on... C'est comme un placement de fonds qui va générer des intérêts. Alors, on est d'accord là-dessus? Eric, attendez. Maintenant, sur le processus de la construction de l'hôpital, est-ce que vous avez vu un appel d'offres? Quelle société a été choisie pour souscrire? Est-ce que, on dit on va construire l'hôpital en 1 an, est-ce que c'est un préfabriqué? Oui, c'est quoi? Ils disent que c'est un pré. Alors, si c'est préfabriqué, c'est que... Ce sera écologique. C'est qu'il y a des soucis. Je suis désolé, mais c'est qu'il y a des soucis. Mais attendez, Nangbeto est préfabriqué. Il y a des soucis. Le lycée technique de Djogom est préfabriqué. Il y a des soucis. Donc, je pense qu'un projet comme ça, quelqu'un ne peut pas dormir dans sa chambre. Imaginez un truc, et puis sortir pour prendre l'argent des travailleurs, pour dire, on construit un hôpital de référence, et les gens vont applaudir, pour dire oui, on est en train de construire un hôpital de référence. Maintenant, on va aller chercher un nom, c'est pas de la passion, on va aller chercher un nom italien. On va aller chercher un nom dans un village d'Italie, de Lomé jusqu'à Sekasela. On n'a pas trouvé un Colani, un Pata, un Losson, un on va aller chercher un nom. Pourquoi ton père t'a appelé Ferdinand? On va aller chercher un nom. Attends, on va aller chercher un nom. Ferdinand. Dans un village d'Italie. Oui. C'est, je ne sais quoi. Pérégrin. Et on met ça là. Il faut que le président de la République... Non, il faut que le président de la République du Togo... Non, attends, je finis par là. Il faut que le président de la République du Togo cesse d'être anarqué par les femmes qui l'entourent. Parce que c'est comme ça que nous on a fini notre article. Parce qu'aujourd'hui, à la présidence de la République, il y a des réseaux de femmes qui sont là, chacun avec son groupe, qui papillonnent autour de la présidence, qui créent des projets, qui font des trucs, qui volent de l'argent. C'est eux qui interviennent quand il faut nommer les ministres, c'est eux qui interviennent quand il faut nommer les officiers, c'est eux qui interviennent quand il faut faire ceci. Et ces femmes-là, les officiers, les ministres sont obligés d'aller faire salam aleikum chez eux pour avoir des projets. Il faut que le président de la République mette de l'ordre
dans ces histoires de femmes qui tournent autour de la présidence. Merci beaucoup, Finalement, ces gens-là sont en train de détruire le pays. Vous ne voulez pas de femmes à la présidence? Oui, mais il faut misogyne. Moi, je il y a les Togolais, il y a les étrangers, moi, tout ça là, ils sont la sur présidence. ce sujet, pour être beaucoup plus précis, je crois que Faure Gnassingbé a participé à une conférence en Inde. Et on nous a vanté ici que, s'il vous plaît, on nous a vanté ici que le Togo a obtenu un accord de 150 milliards. Et c'est ça qui va servir à construire un hôpital de référence. Maintenant, la référence qu'on nous construit, quand l'hôpital indien viendra, ça serait la référence de la référence. Est-ce que c'est Et à l'époque, c'est pas grave, s'il vous plaît, c'est pas grave, non? À l'époque, j'avais dit ici que, avant que les gens se vantent ici, et j'ai dit, je donne ma tête à couper si les Indiens acceptent de donner les 150 milliards là. Parce que c'est dans le moment là que il y avait l'affaire de 10 milliards, on débattait sur l'affaire de 10 milliards indiens, que les gens se sont partagés entre la présidence, la direction de l'hôpital et un officier. Ils sont partagés ça et basta. Au même moment, on nous dit que la même Inde, auprès de laquelle on négocie, ça n'a même pas encore mordu, on nous dit que c'est calé. Tout comme entre-temps, on nous a présenté ici que on a eu 100 combien de milliards des milliards arabes pour faire les rails jusqu'au fond nord du pays. Vous vous rappelez? On a lancé ça dans la zone portière. Donc, je crois que nos enfants qui vont à l'école, le minimum qu'on les enseigne, même s'ils ne sont pas sortis mathématiciens, littéraires, au moins c'est le savoir-vivre, le moral, les bonnes manières. Que nous ne prenions pas nos enfants maintenant à mentir au sommet d'une république. Ça là c'est très grave. Merci beaucoup. Parce que quand au sommet, on dit une chose aujourd'hui, son contraire demain, ou bien on ouvre une page aujourd'hui, demain, on ne sait pas comment se justifier, et puis on se cherche dans les tralala. Ça fait, nous, c'est vrai, on peut se dire qu'on est assez mature, on est responsable, mais les enfants, ça les marque. C'est l'État qui a dit. Fabrice, ce qu'il dit maintenant. Non, ben, ça, moi, je crois que c'est derrière le rideau, forcément, il doit y avoir beaucoup de choses. Parce que vous en avez parlé dans votre journal de crédit. Mais ce qui a été présenté, je crois que tout le monde est unanime pour dire que construire un hôpital ultra moderne, on en a besoin parce qu'il y a pratiquement plus d'hôpital au Togo avec nos structures sanitaires qui sont très défectueuses. Mais non. Et il faudrait que ce n'est pas parce que c'est alarmant, on n'a rien, qu'il faut faire les choses peut-être sans respecter les normes. Maintenant, si ça ne respecte pas les normes, il y a de quoi attirer l'attention des uns et des autres là-dessus. Mais là, sur la question du nom, je crois qu'effectivement, le Togo est un pays laïque. Et donc c'est pour cela que ça relance le débat sur à qui appartient ce projet-là. Est-ce que c'est une clinique privée genre Saint-Joseph? Ça ressemble à une clinique privée. Sinon, si c'est un projet c'est même pas un hôpital, c'est un centre diagnostique qui appartient à l'État, notre constitution insiste sur la laïcité de l'État et il faudra également tenir compte de ces éléments-là lorsqu'on veut donner des noms à des trucs qui appartiennent à l'État. Parce que les trucs privés, le collège Saint-Joseph, tout le monde y va, mais ça reste privé, catholique. Même s'il y a des musulmans qui peuvent aller, le collège islamique, un chrétien peut y aller s'il veut, ça n'appartient pas à l'État. Mais ce qui est sûr, quand ça appartient à l'État, il faut faire vraiment attention dans l'attribution des noms. C'est vrai que c'est l'hôpital où on veut, il faudra donner une certaine identité où tout le monde se retrouve. Quand c'est comme ça, ça prête à confusion et effectivement on peut s'interroger si ça appartient à l'État ou c'est une clinique privée. Très bien. On va aborder un autre sujet politique. Oui, je termine une seconde. Nous avons juste 10 minutes je crois pour que parler par rapport à ce que les amis disent, par exemple pour le nom, d'ouvrir pour que les gens en parlent, moi je dis c'est bien. Parce que c'est quelqu'un que j'ai suivi, c'est pas un jeune journaliste, je ne sais pas, Aubin, je ne sais pas qui proposait que comme l'hôpital est à Lomé, pourquoi ne pas donner le nom du fondateur de la ville de Lomé, un certain Ditry, par exemple. Ça a un sens. Hôpital Ditry. Ditry, parce qu'on sait que... Voilà, mais ça a un sens parce qu'on sait que c'est le fondateur de la ville de Lomé. Mais quelqu'un s'est levé lui seul, il est dans sa chambre, il a trouvé un nom, il a donné, ça n'a pas de sens. Et le président aussi de la République, là on lui impose, ça c'est pas bon. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. Je voudrais qu'on parle maintenant de la politique avec ce qu'on observe sur la scène. Vous savez que la présidentielle, ce n'est plus loin. Hein. C'est juste en 12 mois, dans 12 mois, je veux dire, dans 12 mois. Et les appétits aujourd'hui sont voraces quand même. Mais au-delà de ça, peut-être qu'il va falloir s'interroger également sur la lutte qui est menée depuis par la classe politique de l'opposition beaucoup plus. Ça fait quoi? Ça fait 30 ans en 2020. 30 ans de lutte ou 30 ans d'échec d'une opposition. Vous avez parlé dans votre journal, Fabrice, cette semaine de la lutte d'un long couteau. Parce qu'au niveau de la coalition aujourd'hui, il y a une bagarre qui s'installe. Hein.
Oui, bien évidemment, et ça se sent déjà avec la C14 qui se retrouve pratiquement à 9 pour un conclave et tout cela. Il faut dire que au lendemain des législatives, c'est vrai qu'il y a un débat quand même de fond au sein des militants de l'opposition et tout cela par rapport à l'objectif que l'opposition s'est fixé depuis les années 90, notamment une alternance avec un autre courant politique au niveau du pouvoir. Et c'est vrai que quand on vous prenez les conditions dans lesquelles la C14 est née, aujourd'hui vous allez vous rendre compte que la C14 a permis quand même à l'opposition de monter à un niveau, mais ça ressemble à un truc du genre, on vous monte à un niveau et on vous laisse. Et vous tombez. Vous tombez, vous vous écroulez. Et aujourd'hui, c'est à cela, parce qu'on a vu l'échec, même si les gens ont tenté de nous démontrer le contraire. Et aujourd'hui, il y a un débat de fond. Certains pensent à de nouvelles stratégies. Quand vous voyez le conclave, on n'a pas encore les résultats, mais les réflexions, c'est de voir, bon, on a fait un peu le bilan, on a échoué ici, même si on ne veut pas employer le mot échec. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir? Et ça participe à un changement de stratégie. Mais il y a un autre courant qui estime que non, on est fatigué avec ces stratégies-là qu'on change. Est-ce qu'il ne faut pas tenter de changer les hommes qui ont toujours incarné les stratégies qu'on a toujours eu et que ça n'a jamais marché? Et donc, c'est pour cela que nous avons titré les nuits de long couteau, parce qu'effectivement, la présidentielle de 2020 est déjà dans les esprits des leaders politiques et tout cela. Et il y a quand même des velléités par rapport à qui peut être candidat. Et le camp qui opte pour tenter avec de nouvelles personnes plutôt que de ramener d'autres stratégies avec les mêmes personnes, dénoncent sortent déjà, même si ces personnes-là officiellement ne se sont pas encore prononcées pour dire clairement je veux y aller ou je ne veux pas y aller. Mais ce qui est sûr, il y a quand même une bataille rude qui se fait en sourdine, et ça se fait dans l'ombre pour l'instant, mais on sent déjà quand même l'impact de cette bataille-là, et ça est la présidentielle de 2020, même si le pouvoir aussi est dans une logique où il se prépare, il faut dire qu'au sein de l'opposition également, on se prépare activement. Et d'ailleurs, en conférence de presse prochainement, la C14 nous dira ce qu'elle entend mener comme lutte. Alors, quelle réflexion faudra-t-on mener aujourd'hui pour tourner la page? Parce que pour beaucoup, il faut tourner une page. Bon, ils sont, comme nos amis de l'opposition sont en réflexion, je ne sais pas, c'est quelque... Non, ils ont fini leur réflexion. Bon, je veux dire, les conclusions des réflexions, on les attend. De toute façon, il y a une chose dont il faut être sûr, et sur laquelle personne ne peut dire le contraire, je pense, à mon avis, c'est que sur l'opposition, la C14 a échoué, dans la mesure où l'objectif qu'elle s'est fixé à travers les manifestations, aucun n'a été atteint. À ce jour. Oui. Aucun n'a été atteint. Et elle est arrivée à secouer le cocotier. Elle a fait vraiment secouer le cocotier, mais en politique, il faut la réelle politique, il faut du pragmatisme. Quand vous voulez chasser le président...